À la une, plus de 2 tonnes de cocaïne saisies sur un voilier au large de la Martinique. C'est la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée par la douane en France. Une opération qui conclut une enquête de près de 2 ans. Nous ferons le point dans ce journal. La droite et le centre vont faire front commun pour l'élection de la collectivité territoriale de Martinique. Officialisée ce matin par Yann Monplaisir lors d'un meeting au François. Explication à suivre. Quel changement espérer de la parité en politique? La question était posée hier soir lors d'une conférence débat à Madiana. Une conférence qui expliquait une problématique qui prend tout son sens à quelques mois d'une échéance électorale en décembre. Un géant des mers en escale en Martinique, le Quantum of the Sea clôt la saison des croisières dans nos eaux. 5000 passagers, une aubaine pour la Martinique selon le comité martiniquais du tourisme. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Un homme a été transporté au CHU par hélicoptère en fin d'après-midi. L'automobiliste a été éjecté de son véhicule après avoir perdu le contrôle de sa voiture et percuté un poteau. L'accident s'est produit sur la départementale qui relie Rivière-Pilote à Joussot. L'homme était inconscient au moment de sa prise en charge, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Et à quelques minutes d'intervalle, un homme d'une vingtaine d'années a été percuté par un automobiliste à proximité du carrefour La Ménard. Le véhicule en cause a pris la fuite après le choc. Blessé à la tête, le motard a été pris en charge par les secours. C'est l'une des plus grosses saisies de drogue jamais réalisées par les douanes françaises sur un voilier. Plus de 2 tonnes de cocaïne retrouvées à bord d'un bateau au large de la Martinique. Les 3 occupants sont actuellement en garde à vue à Fort-de-France. L'épilogue de 2 années d'enquête. Loïc Régis. Ces images sont filmées par les agents des douanes. À l'intérieur du bateau, la drogue n'est même pas dissimulée. En tout, 2 tonnes, 200 kilos de cocaïne, la plus grosse saisie réalisée en France à bord d'un voilier. 3 individus ont été interpellés, ils sont actuellement en garde à vue. La drogue saisie, 2 tonnes, 200 kilos de cocaïne, ont été, à l'heure où je vous parle, et quasiment en temps réel, ou sont en train d'être détruits. C'est sur ce voilier, escorté par les gardes-côtes, que la drogue a été découverte. Dans la nuit du jeudi 15 avril, 2 vedettes des douanes interceptent le Cilandra, qui navigue sous un faux pavillon américain. L'opération se déroule à plus de 200 km au large de la Martinique. 3 hommes sont interpellés, 2 Espagnols et un Vénézuélien. L'un des individus a derrière lui un lourd passif de narcotrafiquant. Nous doutions bien qu'il s'agissait d'un gros sloop, d'un moyen important, avec des gens potentiellement dangereux. Donc il nous fallait 2 vedettes pour cette intervention. Et en tout état de cause, le skipper de ce sloop, en effet, fait des manœuvres pour tenter d'échapper au service. L'enquête débute il y a plus de 2 ans. Cette formidable prise est le fruit d'une collaboration internationale où la France joue un rôle déterminant. On avait effectivement identifié des individus qui n'étaient sans doute pas des touristes standards, donc on les a suivis pendant 2 ans, ce qui nous a permis d'aboutir à la découverte du bateau et ensuite son interception. Cette affaire, c'est vraiment l'illustration de la stratégie du bouclier mise en place aux Antilles, qui consiste donc à protéger les territoires français, antillais puis métropolitains, mais aussi l'Europe, au plus proche des zones de production et de départ de la cocaïne. Une enquête judiciaire est en cours. La valeur marchande de la saisie est d'environ 400 millions d'euros. L'an dernier, la douane française a saisi 6 tonnes, 600 kilos de cocaïne. Ce coup de filet représente à lui seul un tiers de ce bilan. Au chapitre justice, toujours en Guyane, un enseignant d'une 60aine d'années serait suspecté d'attouchement ainsi que d'atteinte sexuelle sur mineurs. Des faits qui auraient été perpétrés dans une école d'un petit village Mang où il serait en poste depuis 2009. 4 enfants de CE1 et CM2 seraient concernés. L'homme a été interpellé hier avant l'entrée des cours et mis en garde à vue à la brigade de Cacao. Il a été présenté cet après-midi au parquet de Cayenne. Nouvelle tentative de médiation aujourd'hui dans les locaux de l'ARACT pour sortir du conflit de la Sotravom. Alors que la grève s'éternise, la table des négociations s'élargit. Catherine Conconne de la région s'est jointe aux discussions. Une présence remarquée 2 jours après la montée au créneau de Yann Monplaisir, appelant à une intervention immédiate des représentants politiques. Mais pour les médiateurs, la présence de la première vice-présidente de région n'est pas une surprise compte tenu des acteurs impliqués dans le conflit. On l'écoute, interrogé par Élodie Tautou. Ce ne sont pas de nouveaux acteurs puisque je viens de rappeler le contexte
du conflit avec plusieurs intervenants, plusieurs employeurs différents qui ont plusieurs statuts. Il y a un statut privé, il y a un statut de public, donc c'est tout à fait normal que ces intervenants puissent venir pour pouvoir faire avancer et résoudre ce conflit. Et là, c'est un conflit qui traîne parce que plusieurs partenaires sont indirectement impliqués dans cette médiation, donc nous sommes obligés de les consulter, ce qui rallonge un peu la négociation. Et selon nos dernières informations, les parties auraient trouvé un accord. Le protocole de fin de conflit est en cours de rédaction ce soir, toujours au siège de l'ARECT. Et concernant la course à la collectivité territoriale, cette fois, ça y est, la droite et le centre sont officiellement parvenus à un accord pour des listes communes. L'annonce a été faite aujourd'hui au François. Le FMP et le MoDem s'allient donc à l'UMP et sont rejoints par des démissionnaires de l'UDI. L'alliance reste en revanche ouverte à des maires divers gauche ou sans étiquette. Sylvia Setsoutane, Karine Mousseau, Miguel Laventure conduiront 3 des listes de section. Yann Monplaisir, quant à lui, chef de file de cette coalition, sera à la tête de la 4e. On écoute à ce propos Yann Monplaisir. Venez, il faut que vous veniez, les militants sont là, ils ont besoin de nous voir, tous ensemble, tous rassemblés, et ils ont compris aujourd'hui que nous sommes partis pour gagner, pour la Martinique, les amis. On y va, pas pays en chance, pas Martinique en chance, Mamaïla. C'est possible, ne vous laissez pas abattre par ceux qui pensent que nous n'allons pas gagner. Nous allons gagner cette élection parce que nous avons avec nous le peuple de la Martinique. Et demain, ne manquez surtout pas notre rendez-vous politique de la semaine avec André Berton. Nous reviendrons dans ce journal avec lui plus en détail sur ce meeting. Quel changement espérer de la parité en politique? Hier soir, au Palais des Congrès de Madiana, se tenait une conférence débat à ce propos. L'objectif, savoir si ce tournant politique influencera la société sur les clichés en politique. On fait le point avec Loïc Régis. De l'aveu des femmes politiques présentes dans l'assistance, la parité est encore loin d'être effective en Martinique. Jouer des coudes, être plus compétente, autant de qualités qu'il faut posséder pour exister sur l'échiquier politique. Nous sommes encore dans une période où il faut continuer à convaincre que la place des femmes aujourd'hui est bien d'être au service du pays à côté des hommes, parce que la société elle est de toute façon mixte. Il y a des hommes et des femmes dans une famille, dans une société, et qu'à la responsabilité et à la gestion du pays, il faut aussi ce qu'on appelle la parité aujourd'hui. Cette loi a le bénéfice de faire qu'il y ait moins de résistance. Mais cela ne règle pas le problème des mentalités qu'il faudra changer pour que les femmes puissent faire beaucoup mieux en politique. D'ici quelques mois, les choses seront différentes. Dans le cadre de la collectivité unique, les listes seront paritaires et devront compter autant d'hommes que de femmes. Les sièges également, avec 30 représentants de chaque sexe. Pour la première fois, on aura autant d'hommes et de femmes siégeant dans les différentes instances dirigeantes du pays, qu'il s'agisse de l'Assemblée de Martinique ou encore du Conseil exécutif de Martinique. J'ajoute que cela devrait avoir également des conséquences sur l'organisation même des partis politiques qui devront revoir leur mode de leadership en partageant le pouvoir entre les hommes et les femmes et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, les hommes simplement. Mais la parité serait-ce une affaire de femmes? Peu d'hommes sont présents pour cette conférence. Une question d'éducation et de mentalité selon les organisateurs. Pour Sandra Casanova, les avancées législatives auront des conséquences positives au sein de la société. La société finalement se prive de ses ressources et finalement manque de performance. Nous savons que dans les sociétés, dans les pays où la parité est parfaite, nous avons une performance économique, sociale sans précédent. Une évolution réelle qui dépasse le simple cadre de la discrimination positive. L'égalité politique en Martinique, c'est faire en sorte que le sexe dit faible devienne le sexe égal, faire en sorte que la parité soit plus qu'un concept, mais bien une réalité. Aujourd'hui, après 170 escales, la saison des croisières s'achève en Martinique avec un mastodonte des mers, le Quantum of the Seas, un bateau qui fait un nouvel arrêt dans nos eaux avec à son bord 5000 passagers. Elodie Toutou. On s'était habitué à les voir, mais dès demain, ces grands bâtiments ne mouilleront plus dans la baie de Fort-de-France. La saison des croisières s'achève et pour la clôturer, le Malécon accueille le deuxième plus gros bateau de croisière du monde.
C'est magnifique, j'ai pratiquement tout à portée de main, c'est complètement différent des autres croisières que j'ai faites. Par exemple, on ne dîne pas tous les soirs dans la même salle à manger et le bateau est magnifique. Ce gigantesque immeuble flottant appartient à une grande compagnie américaine. Il abrite près de 5000 touristes qui ont déferlé aujourd'hui dans les rues de Fort-de-France. C'est ma première visite, je n'y avais jamais été avant. J'avais déjà été dans les Caraïbes, mais pas en Martinique. C'est vraiment intéressant, mais je pense qu'ils doivent s'organiser un peu mieux pour accueillir les touristes. Tableaux, bijoux, tissus. Sur le port, les artisans foyalais accueillent les touristes. L'occasion de faire quelques affaires. Ça nous fait sortir du stock, beaucoup plus de stock que d'habitude par rapport à nos magasins. Et en plus, ça nous fait connaître pour les passagers qui sont français ou alors canadiens qui auraient envie de revenir en Martinique. C'est très moyen. C'est-à-dire que le plus souvent, les bateaux ils sortent d'ailleurs, donc Saint-Martin, des îles à côté qui sont moins chères que la Martinique. Ce qui fait que c'est plus difficile pour nous. Et puis, très moyen, très moyen. Moi, je dirais même plus que c'est plus de la pollution que de l'économie du pays. Pour séduire les compagnies internationales, des moyens importants ont été mis en place. Rallongement du pont, taxis, mais aussi des stewards urbains. Celui-ci, c'est la dernière escale. Donc nous avons gagné en expérience depuis le début de la saison. Ça témoigne de la confiance que les compagnies, en particulier les compagnies américaines, font de plus en plus à notre destination en mettant leurs plus grosses embarcations, leurs plus gros bateaux sur notre destination, qui a aussi su faire des travaux structurants. Cette année, plus de 250 000 croisiéristes ont foulé le sol de la Martinique. Autre découverte touristique, ce matin avait lieu à l'île et Ramiers le lancement officiel de l'Éductour. Il s'agit d'une visite dite scénarisée du fort, un retour dans le passé vécu par une centaine de personnes. Louis Sabas faisait partie de l'excursion. C'est en pirogue amérindienne que ces visiteurs prennent à l'abordage l'île et Ramiers. 10 minutes de pagaie avant d'accoster et entrer totalement dans la peau de recrues du Second Empire, mise en scène à l'appui. Un bon soldat, gardez l'œil ouvert, car ici le danger est partout. Regardez à droite, regardez à gauche et montez. La visite scénarisée, les personnages en costume d'époque, les visiteurs découvrent l'histoire des lieux et ce qu'était la vie dans ce fort il y a plus de 160 ans. Je trouve ça bien de faire cette visite de cette façon, pour qu'on soit vraiment dedans et qu'on s'imagine voilà, la troupe avec les canons à l'époque. C'est le côté comme ça, mélanger un peu l'historique et le festif, par nous faire jouer, c'est très marrant, quoi. Des historiens sont aussi présents pour expliquer l'architecture et l'importance stratégique de la place forte. Il faut un gros travail de recherche. Alors il y a beaucoup d'archives, nous en avons de la chance, mais parfois après ça fait de la quantité. Donc il faut lire les textes et il faut interpréter les plans. Parce que les plans, parfois ce sont des projets, parfois ce sont des choses, des états des lieux. Donc il faut toujours non seulement lire les plans, lire les documents, mais il faut aussi après les interpréter. Cette journée officialise les visites organisées par l'Office du tourisme des Trois-Îlets et l'association Carisco. Le site est déboisé et sécurisé. Pourtant, ce type d'excursion et l'accès à l'île et aux Ramiers, propriété du Conservatoire du Littoral, reste réglementé. C'est un site qui est protégé, c'est un site qui est interdit au public, c'est un site qui est inscrit au patrimoine, mais c'est surtout un site où le Conservatoire nous accorde sa confiance. Et le public, même quand il vient lors de ces visites scénarisées, doit absolument suivre toutes les consignes parce que la sécurité est fondamentale sur un tel lieu. Oh, s'il vous plaît, passe à moi. Ce rendez-vous n'a lieu qu'une fois par mois. Personne derrière moi. L'occasion pour tous de découvrir le fort de l'île et Ramiers et le trésor qu'il recèle, un pan d'histoire relatif à la création de la Martinique. Un mot sur la qualité de l'air qui est toujours au seuil critique. L'indice prévisionnel de la qualité de l'air est de 8 pour ce week-end. La brume de sable est toujours présente sur notre territoire. Limitez donc toute activité en plein air en cas de santé fragile. Restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Nous serons peut-être près de chez vous, direction Le François. Coup de projecteur sur un traiteur aux doigts de fée. Samuel est un mécanicien reconverti en cuisinier. Découverte dans quelques instants de ses plats aux couleurs métissées. Et puis nous évaderons également à l'assaut du Rocher Leclerc, 490 mètres de hauteur que nous gravirons avec les férus d'escalade de l'île.
Mais avant, sachez que vous pouvez donner votre sang demain à Rivière-Pilote. Les horaires de collecte sont de 8h à 13h sur la place du marché. Et donner de soi pour aider son prochain, il est aussi possible de le faire par le biais de l'art. De quelle manière? Tout simplement en achetant un tableau. Depuis hier, il est possible d'acquérir les œuvres exposées à la Villa Chanteclair dans le cadre de la Madinina artistique solidaire. Un événement caritatif où les fonds récoltés lors de l'achat d'une toile sont reversés à une association. Louis Sabas. Des artistes au grand cœur qui nous ont donc offert des œuvres que nous mettons en vente au cours de l'exposition, et les fonds ainsi récoltés serviront à l'association AMPEA, association martiniquaise pour les parents et enfants malvoyants. Alors ces fonds serviront à l'association également pour l'acquisition de ballons sonores pour permettre aux enfants de jouer au torbal. C'est un sport qui s'apparente au hand, mais pour les enfants qui sont malvoyants. Plus nous aurons de dons, plus nous pourrons donc aider les enfants porteurs de handicap. Nous avons un projet aussi, au-delà du torbal, c'est l'acquisition d'un tir à l'eau. C'est un appareil qui sert aux enfants handicapés, moteurs, à participer à une baignade en mer en toute sécurité. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la 3e plus grande commune de Martinique, le François, un endroit où se trouvent également certaines des plus belles plages du Sud. Une escale que nous propose de découvrir Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir, cette semaine, le JT des communes s'intéresse au François, voisine du Robert, au lieu de pèlerinage pour les catholiques lors de la Saint-Michel. Cette commune se distingue notamment par ses nombreux îlets, ses fonds blancs. C'est aussi le rendez-vous du Tour d'Aïol, grande liesse populaire. Ici, de grands noms de famille sont associés à l'Aïol. C'est la commune, par exemple, du chanteur et musicien Dédé Saint-Prix, en Balari. Et puis, le François, c'est aussi plein de quartiers. Le quartier Capeste, où l'on recense les béquets martiniquais, en tout cas les plus grandes familles de ces Martiniquais colons engagés ici depuis de longues années. Et puis, le François, c'est aussi des activités comme la pêche, le tourisme, l'agriculture. Mais au premier rang, on retrouve bien évidemment le tourisme, la baignoire de Joséphine, l'habitation Clément ou encore l'escapade du Rocher Leclerc. C'est parti pour quelques minutes de plaisir intense et de découverte. Votre session d'information touche à sa fin. Avant de on repart tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Comme je vous l'annonçais il y a quelques secondes, nous découvrirons l'une des plus grandes communes de la Martinique, le François. Découverte tout de suite avec Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bon soleil, bon camp, bon rhum, passage obligé au François, la distillerie Clément. Au fil des années, cette habitation s'est révélée comme un véritable élément du patrimoine. Certains ont gardé d'ailleurs à l'esprit cette fameuse rencontre entre les deux présidents Bush et Mitterrand. C'était en 1991. Ainsi, chaque année, ce sont des milliers de touristes qui visitent le site, l'occasion de mieux découvrir le rhum. Reportage, Julien Godichaud. Et c'est pour vous aussi. Avant d'arriver à cette récompense, la route du rhum est longue et délicate. Tout commence à la distillerie Simon. Fondée au milieu du 19e siècle, c'est l'une des 7 dernières de Martinique. Chaque jour, ce sont 350 à 500 tonnes de cannes qui sont acheminées. Augustin connaît parfaitement le processus de fabrication. Ici, c'est l'aire de stockage. Une fois que la canne est pesée et réceptionnée, les camions et les engins agricoles la déversent ici. La canne est ensuite défibrée puis broyée pour en extraire le premier jus.
Ces machines fonctionnent grâce à l'énergie produite par la vapeur, et ce, depuis 1934. On voit le premier jus qui est extrait. Ce jus part en filtration. 2 autres jus sont également extraits, puis mélangés au premier. Une fois les 3 jus extraits, ils sont mélangés et ils sont mis en fermentation dans la cuve que voici. La vingtaine de cuves laisse le produit fermenter pendant 24 à 36 heures avant l'étape finale. C'est ici que se déroule la distillation, qui est l'étape finale, et après vous obtenez le rhum qui coule à 82 degrés. Sentez la puissance. Direction maintenant la prestigieuse habitation Clément. C'est là que le rhum ramené à un taux de 64% d'alcool est stocké dans l'un des chais, sous l'œil d'Omer Clément en personne. Il sera mis en vieillissement dans ce lieu à l'atmosphère si particulière. Ici, au cours de son vieillissement, le précieux nectar se charge en saveur. Nous sommes ici donc dans le chai Georges Louis où sont stockés près de 1300 fûts. Donc différents types de fûts comme vous le verrez, donc, ce qui nous permet d'avoir un panel d'arômes beaucoup plus large, très large, donc en tout cas pour avoir une meilleure maîtrise de notre préparation et de notre vieillissement. Ici, pendant plusieurs années, le rhum vieillira au calme. Le calme, une qualité essentielle pour ce maître de chai et ses 25 années d'expérience. Il faut être inspiré et puis être bien dans la tête pour effectuer son travail. Il faut être très calme surtout. Via le moment privilégié. Et c'est pour vous aussi. Un nectar fameux à consommer avec modération. Profitons le temps d'un instant de cette belle vue du Forçat. Vous connaissez déjà certainement pour la plupart le Rocher du Diamant ou encore l'Île et la Perle dans le Grand Nord ou même le fameux Tombolo de Sainte-Marie. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter le Rocher Leclerc. Pour ce faire, on part en escapade avec notre baroudeur correspondant Julien Goudiche. À l'assaut du Mont Leclerc, 10 minutes de marche sur un site naturel hors pair sont nécessaires. Frédéric connaît bien l'endroit, il fait partie de ces passionnés qui équipent le rocher pour permettre son ascension. C'est le plus gros site d'escalade sportive de l'île. Il fait à peu près 90 mètres de haut sur 200-250 mètres de large. Il y a une centaine de voies sportives d'équipés et on continue à équiper, à agrandir le site. Ce matin, cet ancien plongeur de la Marine nationale jette son dévolu sur une piste de 13 mètres de haut. Mais avant d'entreprendre toute activité, une préinstallation est nécessaire. Alors là, je suis en train d'installer une moulinette, c'est-à-dire une corde qui va passer dans un anneau comme ça et qui va permettre de grimper depuis le bas en sécurité. La pratique de l'escalade connaît une véritable effervescence, une discipline qui d'ailleurs est demandée au baccalauréat. La Martinique compte 150 licenciés, l'île est propice à ce sport et ce Bernard Lermite le confirme. Les sites d'escalade sont en pleine expansion. Ici, en 4 ans, on est passé de 15 voies à une centaine de voies. La Martinique n'a rien à envier à d'autres sites métropolitains ou ailleurs dans le monde. Il est très très bien. On peut grimper ici toute l'année. Il y a des voies pour tous les niveaux. Donc on va pouvoir faire grimper des enfants vraiment petits, de 6 ans à peu près, jusqu'à des adultes bien confirmés. Accessible à tous et à toutes, mesdames. Michel, 62 ans, est un passionné depuis 30 années déjà. Les deux hommes se connaissent et ont l'habitude de grimper ensemble. Aujourd'hui, Frédéric sera son ange gardien. Alors là, j'assure Michel qui grimpe en moulinette dans une voie. Donc c'est-à-dire que la corde est passée en haut et moi je le maintiens. C'est-à-dire que s'il glisse ou qu'il chute, la corde va le retenir et c'est mon travail. Je suis son ange gardien, c'est mon boulot pendant toute son ascension. Ok Michel, ton pied gauche, super. Ok, je te redescends Michel. Okay. Passe à gauche de la corde, voilà. C'est toujours une passion, puis c'est aussi un mode de vie, parce qu'il faut toujours s'entraîner, toujours être en forme pour arriver à pratiquer ce sport. Il y a mon assureur, en fait on est un couple indissociable, et il a besoin, moi j'ai besoin de lui pour m'assurer. Il faut avoir confiance en son assureur, de même que l'assureur il doit avoir confiance en son grimpeur, sinon on peut imaginer qu'il y a un caillou qui tombe, qu'il y a une complicité qui se crée et c'est cette alchimie des relations qui fait que ce sport est vraiment extraordinaire. Toute cette magie et toute cette alchimie réveillent en moi une folle envie de prendre de la hauteur. Mais visiblement, l'escalade et moi... C'est l'heure de passer à table. Justement, ça me permet de vous rappeler que la semaine prochaine, dans cette charmante ville du François,
Les saveurs vont être sollicitées durant toute la semaine. Plusieurs manifestations sont au programme. L'occasion pour nous ce soir d'aller découvrir un traiteur renommé dans la commune, quelqu'un qui mélange avec un certain savoir-faire les saveurs antillaises à celles du monde. Ça donne un résultat plutôt satisfaisant, on va dire même surprenant, en tout cas flatteur pour les palais des fins gourmets comme moi-même. Reportage. Au menu ce midi, médaillon de marlin nappé de sa crème d'oursin. En accompagnement, pomme duchesse de piment doux et son crémeux de fenouil au curry. Attention, chaud devant. Il faut que déjà, au premier visuel, les gens ils soient satisfaits par la vue du plat. Là, nous allons mettre la sauce aux oursins. Notre but, c'est de faire découvrir des produits locaux différemment. C'est ça notre cuisine essentiellement, une cuisine métissée avec des touches venues d'ailleurs, de tous les pays. Nous sommes ouverts au monde en fait. Cet ancien mécanicien qui a fait ses classes dans de grands restaurants en métropole a de la suite dans les idées. Le plat qu'il vient de préparer est un véritable tour du monde. Il y a des touches un peu méditerranéennes avec le fenouil, mélangé au curry qui vient d'Inde, et avec le marlin de nos côtes, pêché au travers de nos côtes, le piment végétarien de la Martinique et la patate douce de la Martinique, la betterave qui vient de la métropole aussi, agrémentée avec de la grenadine et du gingembre, épice locale. Roda Traiteur a ouvert sa structure il y a une vingtaine d'années. Samuel est attentif aux préparations de son chef cuistot et ne manque pas de venir le féliciter. La présentation, elle est très belle. Ça donne envie, hein, ça simule le palais. On n'a qu'une envie, c'est de passer à table avec un si beau plat. Alors pourquoi s'en priver? En plus de son activité de traiteur, la structure comprend également un service de restauration. Une fois tablé, le gérant tient à souligner la provenance de ses produits. Nous mettons en avant les produits du terroir. Ça c'est important. Il y a un combat à mener pour pouvoir garder nos produits sûrement et faire travailler nos agriculteurs, nos pêcheurs pour qu'on puisse toujours avoir des produits frais. Une passion transmise par sa maman. Chez les Rosinets, la restauration est une affaire de famille et Samuel travaille justement avec l'un de ses fils. J'ai une mère qui cuisine encore, elle est encore là, très très bien. Et c'était mon plaisir de cuisiner avec elle, donc j'ai choisi la restauration. Dieu a voulu que je choisisse la restauration, on va dire ça. Ici, l'accueil et la convivialité sont primordiaux. Les tables du gérant restent rarement vides bien longtemps. Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Justement, c'est le pont qu'il nous fallait pour rejoindre l'espace Filia où avec notre invité, nous parlerons de ce qui se passera la semaine prochaine, de ce grand événement autour de la gastronomie, de l'artistique. Alors notre invitée s'appelle Valérie Raffin. Elle est présidente de l'association Cap François. Valérie Raffin, bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, nous proposons une manifestation culturelle et gastronomique également. Donc du 20 au 25 avril, nos restaurateurs proposent des saveurs franciscaines autour des produits de la mer, lambis, soudon, langoustes et des produits du terroir également. Et puis nous proposons une soirée littéraire le mercredi 22 avril à la Paluzza avec Georges Granville qui présentera son livre. Et puis 3 soirées de concert, donc le jeudi 23 à l'église du chant et de la musique lyrique. Du chant choral, du chant lyrique. Avec la soprano Coretta Jean-Alexis. Et puis Yolanda Suarez également proposera quelques pièces de son répertoire lyrique. Alors, ce programme s'inscrit dans quel registre précisément? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On imagine que vous êtes associé à la municipalité pour cela. Oui. Le projet, c'est quoi? C'est attirer les regards. Pourquoi? Parce que le François, vous avez le sentiment que vous êtes un peu délaissé ici? Non, ce n'est pas vraiment ça. C'était surtout pour pouvoir, autour de la culture et de notre patrimoine, partager avec le plus grand nombre. Donc aussi bien les Martiniquais, les franciscains et puis aussi les touristes qui séjournent chez nous. Mais pourquoi avoir choisi précisément les saveurs gourmandes là? On parlera culinaire forcément, gastronomie. Oui. Le François ne s'est jamais démarqué dans l'assiette, on dira. Et pourtant, il aurait dû, parce que justement, on a beaucoup de produits que nos restaurateurs travaillent déjà. Et bon, nous les connaissons bien, franciscains, puisque nous allons en profiter. Et on voulait en faire profiter. Parce qu'ici, il y a une manière, il y a un sens aigu de la cuisine. De la cuisine et surtout des produits de la mer. Ah ouais. Oui. Et ça, c'est bien. Alors, un exemple comme ça qui vous vient à l'esprit d'un plat spécial? D'un plat,
On l'a évoqué tout à l'heure. On a parlé des soudons. Voilà, alors, il y a les soudons. Il y a également le lambi qui est beaucoup travaillé, donc en fricassé ou... Oh, je ne saurais pas dire. Ouais. Et je ne suis pas vous-même, vous êtes dans le milieu du tourisme, oui. Précisément. Et donc là aussi, c'est une manière de faire bouger les choses un peu dans ce secteur qui est l'activité principale qu'on retrouve sur le François, je crois. C'est une activité, qui se développe, qui s'est beaucoup développée. Et justement, Cap François voulait fédérer les acteurs du tourisme pour pouvoir proposer donc, des événements, mais proposer aussi de se faire connaître et de se rendre plus visible. Pourquoi ça manque d'énergie? Parce que, on l'a constaté, en fait on est parti d'un constat, on a cherché à savoir il y a 2 ans à peu près, on a senti un manque, nous partagions entre collègues du tourisme et puis on s'est dit qu'il y a la meilleure manière d'avancer c'est de se mettre en réseau. Le réseau ça permet de se connaître les uns les autres et donc on a mis en place des actions qu'on appelle Eductour où chacun va visiter l'activité de l'autre. Et donc là vous allez emmener le public viendra dans les différents établissements. Voilà, c'est ça, l'objectif c'est ça, final, découvrir mais aussi prendre part. Voilà, exactement. D'accord, et c'est la première édition? C'est la première édition et nous espérons pouvoir réitérer la manifestation tous les 2 ans. Et l'objectif c'est vraiment d'attirer également les touristes pour leur faire partager notre culture et notre patrimoine. On imagine que tout le monde participe financièrement, ça doit faire une sacrée enveloppe quand même. Oui. Alors on a eu beaucoup de chance. On a bien sûr la municipalité qui nous a soutenus, qui nous apporte un soutien logistique, un soutien en ressources humaines et puis financier également. Et puis nous avons des sponsors publics. Alors, la Comité martiniquais du tourisme qui a cru dans notre projet, la direction des affaires culturelles également, puisqu'il y a un fort volet culturel. Ça, c'est bien, hein, là-bas. Voilà. Ouais. Et puis nous avons également la région qui nous a également suivis. Tout ça représente un budget de combien? Alors au total, la manifestation représente 30 000 € de budget. Bon. Voilà. Et je rajouterai peut-être un petit peu plus parce que nous avons des sponsors privés, dont l'un qui nous a fait don en nature de matériel de communication, donc des flyers, des dépliants, des kakémonos, des banderoles. Donc ça, on ne l'a pas encore chiffré, mais c'est aussi important. C'est rendez-vous dès lundi dans cette ville du François. Oui. Le public est invité de toute la Martinique, on imagine. Toute la Martinique. Voilà, et ça se passera comment? On ira au restaurant, on ira en concert? Voilà, donc vous pouvez aller au restaurant, dans les restaurants, demander les saveurs franciscaines. Les entrées sont libres pour les concerts, donc concert à l'église pour le chant lyrique, concert sur la place du Bourg pour le piano jazz du vendredi soir, et puis le samedi à l'espace Filia toute la journée, donc le marché le matin, et puis dans la soirée, de la restauration en plein air, des concerts également avec 3 fêtes, 3 racines. Formidable, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci Valérie Raffin. Merci quant à vous de nous avoir suivis. On a appris pas mal de choses sur le François. Une pensée avant de refermer cette édition pour le poète Aimé Césaire qui nous a quittés. Cela fait 8 ans de cela. C'était un certain 17 avril 2008. Nous refermons cette édition. Retour dans les studios à la semaine prochaine. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. L'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive.